Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Plus de 9 millions de morts et 21 millions de blessés. Un bilan effroyable à l'issue de ces 4 années de violence, de privation et de souffrance. Ce bilan terrible, c'est celui de la Grande Guerre. Le 11 novembre prochain marquera le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un conflit que nous vous avons raconté au gré des nombreuses histoires 14-18 diffusées sur nos antennes ces 4 dernières années. Cet après-midi, pour marquer ce centenaire, nous serons ensemble pendant 1 heure sur les antennes de France 3 Grand Est, France 3 Hauts-de-France, ainsi que France 3 Bourgogne-Franche-Comté. 100 ans auparavant, les visages sont euphoriques, mais la gueule de bois est bien là, dans des rues littéralement dévastées. Pour mieux comprendre, 100 ans après, nos journalistes sont mobilisés sur le terrain tout le long de la ligne de front, avec à Strasbourg, ville symbole, Anne-Laure-Marie à Verdun, Laurent Parisot à Reims, Cité des Rois, Mathieu Guiraud à Notre-Dame de Lorette-Florence, Mabi de Poncheville, à Thiepval, Jean-Paul Delance à Compiègne, Michael Guillot au wagon de l'armistice, au cœur d'une clairière, et à l'arrière, loin de la ligne de front, Caroline Jouret est à Dijon. Aussi sur ce plateau avec nous Dominique Patinec, bonjour, journaliste spécialiste 14-18 à la rédaction de France 3 Picardie. Également avec nous Jean-Yves Le Naour, bonjour, historien avec qui nous avons déjà travaillé à de nombreuses reprises ces 4 dernières années lors de nos émissions. Mais d'abord, avant de rejoindre Michael Guillot depuis ce fameux wagon où a été signé l'armistice, bien sûr, on va revenir à il y a 100 ans auparavant. C'était quoi l'ambiance sur place ? C'est une journée véritablement de folie. À nul autre pareil. Tous les civils, tous les Parisiens, dans toutes les villes de France, et également dans les grands pays alliés, la population descend dans la rue. Vous avez les cloches qui sonnent à toute volée ce 11 novembre à 11h. Vous avez les sirènes des pompiers, les sirènes des usines. C'est un vacarme, on tape sur des casseroles, on promène des pantins à l'effigie du Kaiser Guillaume II qu'on va brûler en place publique. Mais en même temps, c'est un carnaval triste parce qu'on a perdu tellement d'hommes. Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir ? Dominique, on fait la fête en ville, mais ça se passe comment sur les champs de bataille ? Sur le front, il y a beaucoup de pudeur de la part de ces hommes qui attendent pourtant ce moment. Depuis 4 ans, les témoignages montrent qu'il n'y a pas forcément énormément de démonstrations. On se serre la main sans se dire un mot, on débouche quelques bouteilles, mais on reste très calme. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un cessez-le-feu. Ça n'est pas encore la paix pour le moment, on met juste bas les armes et on va négocier. Donc les poilus restent prudents, ils sont dans la pluie, dans le froid du mois de novembre. Et puis aussi, il y a aussi ce climat de haine entretenu depuis 4 ans. Je vais citer les écrits d'un artilleur qui se trouve dans le département de l'Aisne, pas loin d'ici, qui écrit le 9 novembre « Nous nous débarrassons des mouches, mais nous ne pouvons éliminer une odeur fade très particulière, l'odeur des boches ». Et c'est ça la mentalité de ces hommes. Et c'est très frappant d'ailleurs des quelques images qu'on a pu tourner à l'époque de soldats français face aux soldats allemands. Il n'y a pas de démonstration comme les Américains ont pu en faire. Ils restent très très calmes face à ces hommes qui ne sont plus leurs adversaires. Alors Jean-Yves, avant l'armistice qui aura scellé la paix, tout s'est joué dans les dernières semaines sur la ligne de front, précisément. Oui, au début de l'année 1918, on pensait même que les Allemands allaient gagner la guerre. Alors n'oublions pas que le front était bloqué effectivement de 14 à 17, c'était la fameuse guerre des tranchées. Mais en 1918, les Allemands ont les moyens de revenir à la guerre de mouvement parce qu'ils ont fait la paix avec la Russie bolchevique. Ils peuvent ramener toutes leurs troupes, 1 million de soldats sur le front occidental pour tenter le dernier grand coup au printemps 1918 avant que les Américains n'entrent en ligne. Et effectivement, ils attaquent là en direction d'Amiens, ils attaquent ensuite en direction de l'Aisne, mais à chaque fois ils seront contenus par les troupes franco-britanniques, ce qui fait qu'à l'été 1918, les Allemands épuisés, ils ont perdu 1 million d'hommes, ne cessent de reculer et on en arrive à une situation où le général allemand Ludendorff réclame l'armistice, il demande aux politiques de réclamer l'armistice parce que son armée peut craquer d'un instant à l'autre. Une contre-offensive alliée, on l'a vu, qui aura permis cet armistice. On va retrouver depuis la clairière de Compiègne. Michael Guillot, vous êtes avec nous, vous êtes dans un train, ou plutôt un wagon, on le disait, c'est un des hauts lieux de l'armistice. Oui, alors d'abord, pourquoi un wagon? Parce qu'en septembre 1918, les Alliés avançaient très rapidement vers la victoire et du coup, le maréchal Foch avait fait aménager un train pour y installer son commandement. Et du coup, quand il a fallu choisir un lieu pour signer l'armistice, il a dit on va faire venir la délégation allemande sur le front, dans le nord de l'Aisne, et on va l'escorter en voiture et en train jusqu'à mon bureau, c'est-à-dire jusqu'à ce wagon, la voiture 2419D. Alors venez, on va monter à l'intérieur. C'est une réplique, l'original a été détruit, l'original de ce wagon, mais c'est comme à l'époque finalement, la décoration a été reconstituée, on a des affaires personnelles, du mobilier d'origine, et donc cette table, où il faut imaginer que les 4
plénipotentiaires allemands se sont installés là, à droite, face aux Alliés et bien sûr au maréchal Foch. Le maréchal qui est arrivé en dernier dans la pièce, fidèle à lui-même, droit, stoïque, glacial avec l'ennemi. Il leur demande: messieurs, quel est l'objet de votre visite? Il va pousser en fait les Allemands à exprimer de manière explicite cette phrase nous demandons l'armistice. C'est alors seulement qu'il va leur présenter une liste de conditions et un délai, 3 jours, pas 1 heure de plus, pour signer le texte sans discuter. Alors les Allemands, bien sûr, vont essayer de négocier, ils vont rester ici, ils vont faire des allées et venues entre ce train et un autre train mis à leur disposition et qui était garé, si je puis dire, il faut l'imaginer, à quelques dizaines de mètres à côté, sur une voie ferrée parallèle. C'est d'ailleurs l'existence de ces 2 voies ferrées côte à côte qui justifie le choix de ce lieu, une clairière dans la forêt de Compiègne qui en plus est discrète, à l'écart de la population et aussi de la presse. Alors au bout de 3 jours, le 11 novembre au matin vers 5h15, les Allemands signent finalement l'armistice, les 2 trains s'en vont et celui des Alliés passe par la gare de Compiègne où une caméra américaine arrive à capter des images où on voit le bonheur de quelques poilus qui sont là sur le quai et qui viennent d'apprendre la bonne nouvelle. Après 1560 jours de guerre, les combats sont terminés. Michael, un texte, on va dire, hautement symbolique pour cet armistice, donc signé dans ce wagon, messieurs. Une fois les Allemands vaincus, ils l'ont reconnu sur papier, il faut le dire, quel accueil leur sera-t-il réservé justement une fois de retour à la maison en Allemagne? Eh ben, c'est tout le paradoxe de cette affaire. L'Allemagne a perdu la guerre, mais c'est un accueil triomphal qui est réservé aux soldats allemands. On va voir les images de leur défilé à Berlin. Ils sont accueillis en héros. Le nouveau président Ebert leur dit: vos sacrifices et vos exploits sont sans exemple. Aucun ennemi n'a pu vous vaincre. On a vu la carte tout à l'heure. Il y a quelque chose d'important dans cette carte, c'est que les Alliés n'ont pas pénétré en territoire allemand. Le conflit s'est arrêté alors qu'on n'était pas encore en Allemagne. Et ça fait toute la différence dans la perception de la défaite. Jean-Yves Benahor. Oui, c'était bien le calcul des militaires allemands. Il fallait faire l'armistice avant l'invasion dans le territoire allemand. Et ça a 2 conséquences, finalement. Cette idée, ces discours n'avaient pas été convaincus. Ça a 2 conséquences dramatiques. La première, c'est que les Allemands refuseront la paix de Versailles, et comme ils auraient refusé n'importe quelle autre paix, parce qu'ils n'avaient pas perdu la guerre. C'est ce que leur gouvernement leur dit pendant des mois et des mois: vous n'avez pas perdu la guerre. Ils ne peuvent pas accepter la paix. Et l'autre conséquence dramatique, c'est comment ça se fait qu'ils ont une paix si dure alors qu'ils n'ont pas perdu la guerre. C'est donc qu'ils ont été trahis. C'est la fameuse thèse du coup de poignard dans le dos qui va servir à l'extrême droite allemande, aux nationalistes allemands, pour justifier leur revanchisme et leur révisionnisme. Alors, on va prendre maintenant la direction d'une ville symbole, il faut le dire, une ville associée au but de guerre français et à la rivalité, puis à la réconciliation franco-allemande. Strasbourg, alors Marie, est au cœur du quartier de Neustadt, qui devait être une vitrine de la puissance allemande. L'armistice est signé depuis 11 jours quand les troupes françaises pénètrent dans les rues de Strasbourg. Comme partout en France, drapeaux tricolores aux fenêtres et acclamations de joie accueillent les soldats du général Gouraud. Strasbourgeois et Alsaciens sont bien sûr heureux de la libération, mais surtout heureux d'être à nouveau français après 50 années passées sous autorité allemande. D'ailleurs, le sentiment francophile, déjà très prégnant avant le conflit, s'exacerbe avec la guerre. Il faut dire que l'Empire allemand se méfie de ses soldats alsaciens au point de les envoyer sur le front oriental afin d'éviter toute tentation de désertion vers la France. Guillaume II avait pourtant tenté de faire de l'Alsace une vitrine de l'autorité allemande. En témoigne la restauration du château de Königsbourg au début du XXe siècle et la construction du quartier de la République à Strasbourg, la Neustadt, dans laquelle je me trouve, et qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour garder la région coûte que coûte, l'empereur ira même jusqu'à offrir de plus en plus d'indépendance au Reichsland Elsass-Lothringen, son nom à l'époque. Mais il est déjà trop tard, et Guillaume II doit abdiquer quelques jours avant l'armistice. Le 21 novembre 1918, les Strasbourgeois déboulonnent la statue équestre de son grand-père Guillaume Ier, tout un symbole. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France fait bien sûr la une de tous les journaux, reflet de la victoire des Alliés. Les personnalités se succèdent à Strasbourg. Raymond Poincaré, le président de la République, et Georges Clemenceau, le président du Conseil, font le tour de la région en décembre 1918 et partout, ce sont les mêmes scènes de liesse.
Mais très vite, le pouvoir central va prendre une décision radicale. Fin 1918, les Alsaciens-Lorrains doivent se rendre dans les mairies pour faire éditer des cartes d'identité. 4 modèles sont possibles. A, pour ceux dont les parents sont nés avant 1870. B, pour ceux dont l'un des 2 parents n'est pas français de souche. C, pour ceux dont les 2 parents sont nés en pays alliés. Et enfin D, pour ceux dont les parents sont nés en pays ennemi. Commence alors un véritable chemin de croix pour tout le monde. Une commission de triage est mise en place dès novembre 1918, chargée de traquer les Alsaciens-Lorrains suspects un peu trop germanophiles. Les procédures lancées sont jugées arbitraires et les sentences prononcées disproportionnées. Mutation, expulsion, séquestre des biens. Les titulaires de la carte d'identité D sont considérés comme des indésirables et doivent quitter la région. On estime ainsi qu'environ 100 000 Allemands ont dû partir, parfois manu militari, ne pouvant emporter que le strict minimum avec eux. Dans les familles mixtes, la situation est vécue comme un drame. Les commissions de triage sont finalement supprimées le 27 octobre 1919. Comme un symbole, ce monument érigé en 1937 en mémoire des morts et qui représente une femme, l'Alsace sans doute. Elle tient dans ses bras ses 2 enfants morts, l'un est français et l'autre allemand, une émouvante manière de représenter le tiraillement souvent ressenti par les Alsaciens. Un tiraillement ressenti par les Alsaciens, on l'entendait, Dominique. C'est un sentiment particulier, un sentiment mêlé qui dominait à l'époque les Alsaciens, Lorrains, pour qui le cœur balançait entre 2 pays à l'époque, il faut le dire. C'est une situation qui est éminemment complexe. D'ailleurs, les poilus se demandent eux-mêmes comment ils vont être reçus en Alsace. Et quelque part, on va voir les images du défilé à Strasbourg. Les Alsaciens ont envie de leur donner des gages. Alors, ils se conforment à l'idée que la France se fait d'eux. C'est le costume de la fameuse Alsacienne que finalement peu de femmes portent encore. Et bien, on en fabrique très très rapidement. Plein de femmes s'y mettent, des jeunes, des moins jeunes, pour porter le costume de l'Alsacienne pour accueillir les poilus. Et ce sont d'immenses fêtes ces premiers jours dans les grandes villes comme Strasbourg, mais dans les petits villages aussi pour accueillir ces soldats. On fait apparaître aussi les vétérans de la guerre de 1870 qui sont là pour rappeler que le pays, la région a appartenu à la France autrefois. Jean-Yves, on peut le dire, il y a une véritable ambiguïté à l'époque au niveau de l'identité, quelque part, chez les Alsaciens lorrains. Certains d'entre eux, de nombreux Alsaciens lorrains, ont été enrôlés dans l'armée allemande. Comment ça se passait précisément ? Bien sûr, plus de 300 000 soldats alsaciens ont combattu dans l'armée allemande. 20 000 soldats alsaciens, par contre, ont quand même combattu dans l'armée française, généralement dans la Légion étrangère. Vous renvoyez le problème d'identité, il renvoie finalement à 2 conceptions du nationalisme. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, être un Allemand, c'est parler allemand. C'est des critères objectifs. Être de sang allemand. Et ça, c'est un critère objectif. Et pour eux, les Alsaciens sont des Allemands. Il y a juste un vernis français. Voilà pourquoi ils les ont annexés en 1871. Ils parlent allemand, ce sont des Allemands. Donc, pour les Français, si on se sent français, eh bien, on est français. C'est le fameux nationalisme révolutionnaire, qui est un nationalisme ouvert. Et donc, ils avaient cette confrontation. Mais ce qui est certain, finalement, dans cette ambiguïté, c'est que les Allemands, en 70, ils ont conquis l'Alsace, mais il a fallu bombarder Strasbourg. Et en 1918, quand on voit les fêtes de la libération de l'Alsace, c'est des fêtes, des bals, une liesse à n'en plus finir. On voit finalement où était le cœur de l'Alsace. Alors le bilan de cette grande guerre, on le disait, il est plus de 9 millions de morts. Il y a 100 ans régnait une atmosphère très particulière. Les nations sont en deuil, un deuil mêlé à une certaine euphorie de la victoire. Très vite, la question des morts sera au cœur des préoccupations. Laurent Parisot est à Verdun, plus précisément tout près de l'ossuaire de Douaumont. Laurent, la question était de savoir s'il fallait rassembler les sépultures. Et le grand drame de l'époque aussi, il faut le dire, il était celui des soldats portés disparus. Oui, tout à fait. Et cette ossuaire de Douaumont est véritablement emblématique de cette problématique. Alors, c'est un monument dont la construction a été décidée dès le lendemain de la guerre pour recueillir les ossements des soldats anonymes. Il y en a 130 000 ici qui ont été trouvés sur le champ de bataille de Verdun. Le but était de permettre aux familles des soldats disparus de faire leur deuil. Et c'est cette même volonté qui a conduit à l'invention du soldat inconnu. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Franck Meyer, qui est membre de la commission scientifique du Mémorial de Verdun et de la mission histoire du département de la Meuse. Franck, quelle a été la genèse du soldat inconnu ?
Cette genèse est surprenante parce qu'elle va se faire dans la précipitation. Il faut savoir que côté français, depuis l'armistice de 1918, rien n'a été réellement décidé. Or, on apprend fin octobre 1920 que les Britanniques vont désigner leurs propres soldats inconnus et les inhumer à Westminster. Donc évidemment, côté français, il est hors de question de perdre la face. Et donc à partir de là, on va définir rapidement, mais également de manière un peu brouillonne, eh bien, les conditions dans lesquelles le soldat inconnu français sera désigné. L'autre question qui se pose, c'est où est-ce qu'on le met, ce soldat inconnu? Il va y avoir un vif débat là-dessus. Oui, un vif débat qui va mêler la presse et également la Chambre des députés, où droite et gauche vont s'opposer. Tout simplement parce que la droite verrait bien ce soldat inconnu inhumé à l'Arc de Triomphe, monument militariste, qui exalte les valeurs militaires de la France, et la gauche qui, elle, verrait plus justement ce soldat inconnu inhumé au Panthéon, monument laïque et éminemment républicain. Et il a fallu trouver déjà le corps. Et ça s'est passé ici, ou plus exactement au cœur de la citadelle de Verdun, ville symbole de la résistance française. 8 cercueils ont été réunis, 8 soldats provenant de différents secteurs du front. Et c'est un caporal Auguste Tin qui a procédé au choix du soldat inconnu. Il racontait comment en 1968. Regardez. Monsieur Maginot m'a remis un bouquet en me disant: le cercueil sur lequel vous déposerez ce bouquet sera celui qui ira sous l'Arc de Triomphe pour immortaliser tous les morts de la guerre. J'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil. J'ai pensé à additionner les chiffres de mon régiment, le 132. Oui, et le corps arrive par train spécial de Paris dans la nuit du 10 novembre 1920. Et le 11, c'est une cérémonie très particulière qui a lieu à Paris. Effectivement, cette cérémonie est extraordinaire parce qu'elle combine 2 événements, 2 célébrations. Les 50 ans de la Troisième République, parce qu'on va déposer le cœur de Léon Gambetta, fondateur de la Troisième République, au Panthéon. Et dans le même cortège, il y aura le cercueil du soldat inconnu. Donc on fera une première étape au Panthéon. Et là, il y aura un discours du président Millerand. Et puis, le cortège continuera jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et pourtant, le soldat inconnu n'est pas inhumé ce jour-là. Non, le soldat inconnu ira passer 2 mois dans le pilier gauche de l'Arc de Triomphe avant réellement de trouver sa tombe sous l'arc. Il sera inhumé le 28 janvier 1921. Merci Franck. Et en tout cas, on le comprend bien, le choix du soldat inconnu a créé dès le début la polémique. Il fera par la suite l'objet aussi de récupération. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire. Merci Laurent Parisot à Verdun. Florence Maby de Poncheville est à Notre-Dame de Lorette, c'est près de Lens. C'est la plus grande nécropole militaire française. D'immenses cimetières militaires à l'image de celui où se trouve Florence sont progressivement mis en place, mais les familles à l'époque sont souvent rebutées par ces nécropoles anonymes. Oui, Jamel, après la mobilisation générale de 1914, la démobilisation des morts qui s'est faite en 1920. Nous sommes à la nécropole militaire de Lorette, dans l'Artois, le plus grand cimetière militaire français de la Grande Guerre. 20 000 tombes et 20 000 hommes dans 8 ossuaires. Avec moi, bonjour Béatrix Pau, historienne, auteure d'un livre remarquable, Le ballet des morts. Cette démobilisation ne pouvait se faire que de façon collective. Oui, parce que la Grande Guerre, c'est la mort en masse. Et en 1918, la France s'est retrouvée confrontée à la création de cimetières provisoires. Et cette mort en masse ne pouvait finalement que déboucher à une démobilisation collective. Pour des raisons économiques, pour des raisons logistiques et surtout pour le symbole, car ces morts de la Grande Guerre représentaient cette armée de morts qu'on voit là. Une armée de morts face à l'Allemagne. Le sacrifice. Le sacrifice de la France. Alors, pendant la guerre, puis surtout après l'armistice, des familles vont réclamer les corps de leurs disparus pour faire leur deuil, pour faire leur travail de deuil. Racontez-nous. Mais dès les premières semaines, les familles vont demander les corps à l'État. Le 19 novembre 1914, le général Joffre interdit toute exhumation et tout transport de corps dans la zone des armées. Et cette interdiction va durer toute la guerre. Après-guerre, cette interdiction va être prorogée et là, les familles ne vont plus comprendre. Plus, ouais. Non, donc certaines vont aller, par des moyens parfois rocambolesques, chercher leurs morts et les exhumer clandestinement.
Et puis, cette loi en 1920 leur permet, et là commence aussi ce véritable balai des morts que vous racontez avec des entreprises privées, parfois malhonnêtes. Alors, à partir de 1920, l'État va accorder la restitution gratuite aux ascendants et descendants qui en feraient la demande. Et ne pouvant pas faire finalement cette démobilisation tout seul, va faire appel à des entrepreneurs privés qui vont vraiment se comporter comme des mercantis de la mort. C'est ce qui va inspirer d'ailleurs le prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Oui, tout à fait. Alors, un siècle après, c'est à peu près 30% des soldats de la Grande Guerre qui sont enterrés dans des cimetières communaux. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans ces cimetières communaux qui sont un peu plus tombés dans l'oubli ? Alors, c'est 30% de morts qui ont été restitués pour lesquels les familles se sont battues vraiment. Finalement, aujourd'hui, 100 ans après, tombent dans les herbes folles de l'oubli. Heureusement, le souvenir français essaie un petit peu d'entretenir cette mémoire, mais le véritable devoir de mémoire se fait dans les nécropoles nationales. Dans les grandes nécropoles, Jamel, voilà. Merci beaucoup. Merci Florence Mabie de Pongeville et puis Notre-Dame de Lorette. On l'a vu, messieurs, c'est un véritable business macabre qui était en marche à l'époque. Oui, effectivement. Juste une précision sur les images d'archives qu'on vient de voir. Justement, là, ce sont les Américains qui ont filmé la manière dont ils exhumaient les corps. Et pour eux, c'était quelque chose de très encadré parce qu'on connaît le respect des anglo-saxons pour les sépultures. Donc, ça s'est fait de manière très encadrée. Mais c'est vrai que chez nous, en France, ça a été fait d'une manière très différente. Et des circonstances rocambolesques qui étaient évoquées, ça se passait en pleine nuit par exemple, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire. Et celui qui vient chercher le corps, en pleine nuit, il peut se tromper, il ouvre une tombe, ça n'est pas la bonne, et bien finalement on va prendre ce corps-là et on va le donner à la famille, parce que rien ne ressemble plus au corps d'un mort que celui d'un autre. Un mot sur ces tombes justement, Jean-Yves. Oui, alors on les réexpédie à l'arrière quand les familles en font la demande, mais dans des cercueils qui sont standardisés. Et quand on mesure plus d'1,80 m par exemple, eh bien, on casse les os des tibias, des squelettes des morts pour les faire rentrer dans les cercueils. Ça, c'est Au revoir là-haut, mais vous voyez, c'est pas que du cinéma, c'est pas que de la littérature, ça a été aussi la vérité. La question maintenant des pupilles de la nation, Dominique, la question se posait bien sûr à l'époque, notamment en ce qui concernait les pupilles de la nation alsaciens, il faut le dire. Alors les pupilles de la nation, c'est quelque chose qui a été créé pendant la guerre, justement, parce que tous ces hommes morts, ça veut dire autant de veuves et autant d'orphelins. Et donc, le législateur essaie d'imaginer un statut pour ces enfants. Et effectivement, Jean-Yves, ça ne sera pas forcément simple de créer statut à la Chambre. Il y a des discussions entre députés. Oui, vous avez 25 députés de la droite cléricale qui vont refuser de voter la loi parce que le ministre de tutelle, c'est le ministre de l'Instruction publique. Et donc, on dit, vous allez en faire des athées, voilà, parce que c'est l'école publique, laïque. Donc, il y a encore cette opposition, finalement, même en temps d'union sacrée. Et ces enfants, on veut en faire une élite, et notamment une élite agricole. Donc on va tenter de les former pour qu'ils deviennent les paysans de demain et qu'ils reconstruisent la France et qu'ils ensemencent de nouveaux champs. Alors des hommes tombés au front, on disait, mais pas seulement, les bâtiments aussi ont gravement souffert des bombardements. Il faut construire des tombes, des nécropoles, mais il faut aussi reconstruire les édifices touchés par les obus. À l'image de la Cité des Rois à Reims, sa célèbre cathédrale était transformée en un véritable champ de ruines. Mathieu Guiraud est sur place. 1,3 milliard de francs, c'est le coût évalué de la reconstruction de Reims au lendemain de la guerre. Après 4 années de bombardement, plus de 60% des maisons ont disparu, tout comme les services publics et les usines de la ville. Mais il faut vite reconstruire pour accueillir les 25 000 habitants qui reviennent sur place. Pour cela, la ville fait appel aux dons et à l'emprunt. Chaque sinistré va également recevoir un droit à indemnité et des coopératives vont même voir le jour, comme la Société Générale de Reconstruction de Reims. 3000 sinistrés associés pour reconstruire leur demeure à l'identique. Un architecte américain, George Ford, va élaborer un plan pour repenser entièrement la ville, un plan jugé trop cher et donc revu à la baisse, mais dont on conservera l'idée de créer en périphérie de la ville plusieurs cités-jardins. Nous sommes au cœur de la cité ouvrière du Chemin Vert, 45 hectares, 600 logements sortis de terre dans les années 20. Jean-François Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien doyen de la faculté de lettres de Reims. Dans ce quartier, on trouve donc des maisons individuelles, mais également beaucoup d'équipements collectifs. L'idée, à l'époque, c'était d'offrir un standard de confort pour les classes populaires ?
Oui, ceci dans un esprit catholique social. Le but, c'est de favoriser les familles ouvrières nombreuses. D'où, par exemple, une maison de l'enfance où il y a une crèche. À l'époque, ça n'existe pratiquement pas. D'où, effectivement, une maison commune où il y a des bains-douches. À l'époque, où il n'y a pas de salle de bain. D'où, effectivement, des jardins ouvriers qui permettent de nourrir la famille et d'occuper le mari qui, sans cela, irait peut-être au café. Ceci dans une atmosphère villageoise, à 2 pas du centre de Reims, au pied de l'église Saint-Nicaise. La reconstruction de Reims, ce sont des maisons individuelles comme celle-ci, mais également des immeubles art déco ou même haussmannien. Il n'y a pas de réelle unité architecturale. Pour quelle raison? Non, chacun fait un peu ce qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas de plan d'urbanisme réel. Et donc, ça donne un éclectisme tout à fait remarquable, qui a été critiqué à l'époque, mais qui aujourd'hui a un certain charme. Le nerf de la guerre et de la reconstruction, c'est bien sûr l'argent. Plusieurs mécènes américains vont investir une partie de leur fortune personnelle dans la reconstruction de Reims. D'où vient ce lien entre ces mécènes et la ville de Reims? Il vient du fait que l'incendie de la cathédrale et la destruction de la ville ont été extrêmement médiatisés pour des raisons politiques, y compris aux États-Unis. Et de ce fait, par exemple, Rockefeller a consacré de l'argent à la reconstruction de la cathédrale, un quart du financement. Carnegie a construit une bibliothèque à côté de cette cathédrale et un certain nombre de mécènes ont contribué à construire un hôpital qu'on appelle à Reims l'hôpital américain, destiné aux enfants. Merci beaucoup Jean-François Boulanger. En 1927, la reconstruction de la ville est quasiment terminée. Une reconstruction plutôt rapide mais incomplète. Près de 40 000 Rémois ne reviendront jamais sur place. Mathieu Guiraud à Reims. Dominique, on parle des Américains, mais on le sait peut-être moins, il y a aussi des Américaines qui ont participé à la reconstruction. Effectivement, ici en Picardie, on a un personnage absolument extraordinaire, c'est Anne Morgan. Riche héritière, son papa, c'était le patron de la fameuse banque Morgan aux États-Unis. Il lui avait légué 3 millions de dollars et elle a décidé aussi de collecter de l'argent aux États-Unis et de créer un comité américain pour les régions dévastées. Vous voyez là des voitures. Elles achètent des voitures et elles recrutent des jeunes filles de la bonne société américaine pour venir distribuer des colis à la population dans ces régions dévastées, les aider aussi à reconstruire. En quelques mois, 800 familles sont ainsi aidées, on les aide à se réinstaller, puis on les équipe aussi. Ford va offrir des tracteurs, Singer va offrir des machines à coudre. Puis c'est extrêmement moderne pour l'époque aussi, il y a des jardins d'enfants qui sont créés, des bibliothèques publiques. Imaginez ça dans la France de 1917-1918. Alors Jean-Yves, on l'a vu, après l'armistice, il fallait reconstruire. Quelle a été l'ampleur des dégâts sur le plan matériel ? Oui, vous avez par exemple 360 000 maisons qui sont entièrement détruites. Il y a des villages qui sont entièrement détruits. Puis vous savez, il n'y a pas que les combats. C'est-à-dire que les Allemands, en reculant, ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Ils ont dynamité les ponts, ils ont coupé les vergers, ils ont dynamité les usines, ils ont inondé les mines. Et tout ça est à reconstruire. Alors il faut trouver l'argent. Alors à l'époque, en 19, on dit le Bosch paiera. Mais en attendant, il faut trouver de l'argent. Alors il y a certes des riches mécènes américains pour des villes comme Reims, mais pour des villages, tout ça, c'est dur à trouver de l'argent. Alors il y a un mouvement de solidarité qui se met en place. Des villes en souffrance du front vont être adoptées par des villes de l'arrière. Par exemple, Marseille va adopter Arras, Saint-Rémy en Lannoy sera adopté par Saint-Rémy de Provence, etc. Un grand mouvement de solidarité en France et ailleurs. Alors, on était à Reims, de la Champagne, direction maintenant un autre vignoble, à Bourgogne. À l'époque, les poilus mobilisés ne retournent pas dans l'immédiat à la vie civile. La démobilisation va s'étaler sur 2 longues années. Elle concerne 5 millions de soldats avec le retour des poilus dans les familles. Les femmes qui avaient remplacé les hommes dans les usines et dans les champs doivent regagner leur foyer. Les hommes, eux, veulent retrouver leur place. Au milieu des vignes, on retrouve Caroline Jouret, à Savigny-les-Beaunes précisément. Nous sommes en Bourgogne, regardez le feuillage, regardez sa couleur dorée, c'est ce qui a donné son nom à la Côte d'Or. Alors, je vous présente Gilles Vauclair, qui est historien spécialiste de la Grande Guerre et qui a écrit de nombreux livres tout au long du centenaire. C'est lui qui m'a accompagné pour les histoires 14-18. Alors Gilles, ces vignes sont très belles, mais en 1919, elles étaient quasiment abandonnées. Et oui, effectivement, faute d'entretien, la moitié du vignoble bourguignon va péricliter, car la vigne, pendant la guerre de 14, n'était pas une culture prioritaire. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, le vignoble avait été durement touché par le phylloxéra, et la guerre de 14 va en partie l'achever. Il faudra des années pour le reconstruire. Alors il faut reconstruire le vignoble, mais il faut reconstruire aussi le pays. Et là, ça va prendre plusieurs années.
Oui, parce que la démobilisation va se faire sur un long terme. Tout d'abord, ce sera les vieilles classes de la territoriale qui vont rentrer au pays en décembre 1918. Et par la suite, l'infanterie sera prioritaire. Les poilus des tranchées vont rentrer chez eux. Mais ça va se faire sur un laps de temps très long. Il faut savoir que, à titre d'exemple, le 27e régiment d'infanterie, qui avait garnison à la ville de Dijon, va rentrer dans cette ville qu'au mois de juillet 1919. Alors, est-ce que l'économie va être relancée immédiatement? J'imagine que non. Ça va demander énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers spécialisés, d'artisans qui sont morts à la guerre de 14. Des pans entiers de l'économie et de l'agriculture se sont effondrés. Les usines qui s'étaient orientées sur l'effort de guerre vont revenir à leur métier primaire. Et dans les campagnes, les artisans font défaut. On ne trouve plus de plâtriers, on ne trouve plus de maçons, presque pas de charrons, des tonneliers, c'est la même chose. Ça va être très très long la remise en activité de la France. Alors ça, Gilles, c'est le casque de votre arrière-grand-père. Oui, effectivement, c'est le casque de mon arrière-grand-père, Louis Boulet, qu'il a ramené dans sa ferme côte-dorienne. Alors ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que les armées de la République ont autorisé tous les poilus à ramener leur casque chez eux en souvenir de la Grande Guerre. C'est une sorte de cadeau, mais il y en a eu un autre. Oui, comme la démobilisation a duré relativement longtemps, ça a provoqué énormément de grogne chez les poilus. Et l'armée leur a offert une prime de démobilisation de 1200 francs, ce qui équivaudrait de nos jours, par rapport à l'évolution du coût de la vie, à peu près à 1400 €. Alors, les hommes rentrent chez eux. Les femmes qui ont travaillé pendant 4 années de guerre, qu'est-ce qu'elles deviennent, les femmes? On leur a tout simplement prié de regagner leur foyer, chacun à sa place, comme avant la guerre. Oui, mais les hommes reviennent, mais ils ne reviennent pas tous en même temps. Loin s'en faut, et il faut surtout penser aux grands absents. La France compte 1 390 000 morts. Plus proche de nous, 53 600 bourguignons et 22 000 francs-comtois sont tombés au champ d'honneur. Et bien après l'armistice, la guerre frappe encore, puisque de nombreux blessés et gazés vont encore décéder dans les hôpitaux. Au premier trimestre 1919, la grippe espagnole refrappe de nouveau, faisant encore énormément de morts. C'est pour ça que la comptabilisation des morts pour la France est arrêtée le 24 octobre 1919. Alors voilà, en résumé, ce que l'on peut dire sur la démobilisation vue de la Bourgogne, bien évidemment. Caroline Jouret à Savigny-les-Beaunes. Dominique, l'idée pour les hommes, elle était de se faire démobiliser le plus vite possible de peur que les autres prenaient les emplois. Effectivement, tout le monde voulait rentrer, imaginez 4 ans de combat. Et puis pour certains de ces hommes, c'était encore plus long. Le service militaire durait 3 ans. Donc ceux qui avaient fait leur service à partir de 1911 venaient de passer 8 années sous les drapeaux. Donc ils ne pensaient qu'à une chose, c'était rentrer. Et il y a une comptabilité macabre qui s'est mise en place à l'époque, un système de bonus pour pouvoir rentrer plus vite. Si vous aviez eu 2 frères tués à la guerre, vous rentriez plus vite que celui qui n'avait perdu aucun membre de sa famille. Jean-Yves, comment se passait le retour des hommes dans le foyer? Généralement, ça se passe bien. On voit d'ailleurs les mariages en 1919-1920 qui explosent, les naissances également. Et les divorces aussi. Et aussi les divorces, effectivement, les divorces doubles. Et puis il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que ces divorces, d'habitude, sont les femmes qui demandent le divorce dans à peu près 3/4, 80%. Et là, cette fois-ci, ce sont les hommes en majorité. On voit qu'il y a eu un fantasme, une séparation. C'est difficile aussi de réapprendre à vivre et de réapprendre à vivre en couple. Vous savez, c'est pas évident. Il faut renégocier son autorité. On retrouve sa femme qui a géré la boutique, qui a géré la ferme, et le foyer, et elle s'est plutôt bien débrouillée. Et puis, il faut retrouver sa place. C'est pas évident. Donc, effectivement, il y a des couples qui finissent par exploser. Alors, on le rappelle, 35 pays ont participé à cette grande guerre. Parmi les alliés, bien sûr, les nations du Commonwealth. Le mémorial franco-britannique de Thiepval est l'un des plus importants monuments commémoratifs au monde. Inauguré en 1932, il recense les noms de plus de 72 000 soldats disparus dans les combats. Jean-Paul Delance est sur place. Jean-Paul, pour les Canadiens, il faut le dire, ou encore les Australiens, cette guerre a aussi quelque part marqué la naissance d'une identité, d'une émancipation quelque part de la Grande-Bretagne. Oui, Jamel. Où mieux ailleurs qu'à Thiepval peut-on parler de l'engagement des troupes alliées aux côtés de celles de la France pendant la Grande Guerre? Thiepval, c'était un petit village qui a été, comme beaucoup d'autres, entièrement rasé au cours de la bataille de la Somme. Une offensive franco-britannique qui a été déclenchée le 1er juillet 1916.
contemporaine de celle de Verdun, elle est beaucoup moins connue chez nous en France. Il n'en reste pas moins qu'elle fut la plus sanglante, la plus meurtrière de toute la guerre ici sur le front occidental. Figurez-vous qu'après 141 jours de combat, on a dénombré 1 200 000 victimes. Alors, je suis avec Hervé François, le directeur de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne et du musée de Thiepval. Nous sommes à côté donc de cet impressionnant arc de triomphe édifié ici par les Britanniques entre les deux guerres. Hervé, pouvez-vous nous donner quelques précisions justement quant à cette inauguration ? Alors, ce monument a été inauguré le 31 juillet 1934 par le président Lebrun et le futur roi Édouard VIII. Est-ce que la taille de ce monument reflète la taille du traumatisme qu'a été la Grande Guerre pour le monde britannique ? Oui, tout à fait. C'est le plus grand mémorial britannique et finalement du Commonwealth dans le monde qui commémore la Première Guerre mondiale. Et nous pouvons le mesurer par les centaines de milliers de visiteurs qui viennent ici chaque année. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir de jeunes Britanniques ici se recueillir sur les tombes de soldats inconnus. Alors comment s'inscrit la mémoire de cette guerre dans l'histoire nationale britannique ? Il faut avoir en tête que le 1er juillet 16 est la journée la plus sanglante pour l'armée britannique, 60 000 pertes, 20 000 tués, et c'est aussi le grand jour de commémoration pour les Britanniques, ce qui peut être assez étonnant pour nous avec notre regard. Donc l'aspect culturel commémoratif britannique est assez différent. On commémore le sacrifice des hommes. Et pour le Commonwealth, alors, c'est une interprétation tout à fait différente. On est sur la même base du sacrifice parce qu'il ne faut pas oublier que les troupes britanniques sont essentiellement des volontaires. Mais pour le Commonwealth, et en particulier pour les Australiens, aussi pour les Canadiens, c'est l'émancipation par rapport à la couronne britannique et l'affirmation d'une histoire nationale. L'Australie est le meilleur exemple, je pense. Oui, tout à fait, parce que pour les Australiens, lors du centenaire de la Grande Guerre, ça a été aussi le temps d'affirmation de cette histoire nationale. Eh bien, je vous remercie, Hervé, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Paul. Jean-Paul Delance depuis Thiepval. On va s'intéresser maintenant à d'autres anglo-saxons. Ils ont été déterminants pour la victoire de cette grande guerre. Il s'agit bien sûr des Américains. Laurent Parisot est toujours à Verdun. Laurent, les Américains entrés en guerre après des mois d'hésitation, de préparation. Mais après l'armistice, la cohabitation avec les poilus de retour chez eux ne se passe pas si bien que cela. Oui, en effet, quand l'armistice est proclamé, le nord de la Meuse est un véritable champ de bataille où des centaines de milliers de soldats américains sont cantonnés. Ils sont la plupart du temps dans les maisons qui sont restées debout. Or, les populations qui avaient quitté ces territoires reviennent une fois les combats terminés. Et comme vous le disiez, la cohabitation va être particulièrement difficile. Alors, faute de guerre, le désœuvrement gagne les armées. C'est le cas aussi pour les Américains. On assiste à des scènes de western dans la Meuse. Il y a des coups de feu qui sont tirés en l'air dans les rues, et puis on voit des soldats qui pêchent à la grenade dans les rivières. Autant dire que la population est absolument excédée. Elle dénonce également des pillages et du vandalisme, parfois un peu abusivement. Il faut savoir que les Américains ont l'habitude de payer rubis sur l'ongle, et des petits malins vont en profiter pour se faire rembourser des dégâts qui étaient causés parfois soit par les Allemands, soit par les Français. Alors, les civils craignent que le pouvoir d'achat de ces Américains provoque une inflation. Il n'en est rien, car le confort du soldat est vraiment une priorité pour l'intendance américaine. Il y a des milliers de tonnes de matériel et de vivres dans les cantonnements, et souvent la population voit ces tonnes de matériel et assiste aussi à un grand gaspillage, il faut le dire, dès qu'un soupçon d'avarie, par exemple, porte sur un lot. Ces stocks, ils sont acheminés par voie ferrée, sont des chargements très convoités. Il va y avoir des attaques de trains en Meuse. Par exemple, en janvier 1919, un commando de 15 soldats américains armés entre dans une gare et prend en otage le chef de gare, et ils vont s'emparer de fûts de bière. Les attaques sont bien rodées, les pillards sautent dans les trains, et puis une fois qu'ils sont en race campagne, ils les vident de leur chargement. Mais il faut dire aussi que parfois, c'est le fait des Français. Alors, le bilan de cette cohabitation, c'est tout simplement que ce sont deux mondes très différents et qui ne vont pas se comprendre. D'un côté, il y a ces civils qui ont toléré la présence militaire tant qu'il s'agissait de gagner la guerre. Mais maintenant qu'elle est terminée, eh bien, c'est une véritable lassitude qui s'empare des civils. De leur côté, les Américains n'aspirent qu'à une chose, rentrer chez eux, et ils vont le faire très très vite. En septembre 1919, il n'y a plus d'Américains en Lorraine. Certains ont en revanche ramené avec eux une épouse trouvée sur cette terre qu'ils n'auraient sans doute jamais connue sans la guerre.
Merci beaucoup Laurent Parisot, Jean-Yves Le Naour. On l'entendait justement, ces Américains qui dérangent, cohabitation extrêmement difficile, les Américains qui s'intéressent aux femmes françaises, et là ça dérange aussi. Ça dérange tout particulièrement les hommes, et en particulier les poilus, qui estiment que ces libérateurs, ces sauveurs qui sont arrivés à la dernière minute tirent un peu la couverture à eux. On critique leur comportement, et c'est vrai que bien souvent, ils s'adressent aux femmes un peu vulgairement, ils leur proposent directement de l'argent, et la seule phrase qu'ils connaissent en français, c'est souvent « voulez-vous coucher avec moi ?» Ce qui fait que... Comme le dit la célèbre chanson. Exactement. Ce qui fait que quand Wilson est arrivé en France en décembre 1918, il a été acclamé sur tout son parcours. Quand il repart aux États-Unis le 28 juin 1919, au lendemain du traité de Versailles, il n'y a quasiment personne. Dominique, la France qui avait fait venir aussi des travailleurs étrangers pour venir aider, et là aussi ça coince. Effectivement, parce qu'en France, on ne le sait pas forcément, 140 000 Chinois sont venus pendant la Première Guerre mondiale. 100 000 ont travaillé pour les Anglais, 40 000 pour les Français. Pour les Français, c'était plutôt à l'arrière. Pour les Anglais, c'était plutôt proche du front. C'était des civils. Normalement, ils ne devaient pas s'approcher des zones de combat. Mais en fait, ils ont aussi subi les bombardements, la mort. Et après la guerre, on leur demande d'aller sur le champ de bataille, de trouver les obus, de ramasser les barbelés, trouver les corps aussi. Et puis, certains de ces hommes, en fait, vont se rebeller parce qu'ils sont très mal payés, mal nourris. Et du coup, certains deviennent de véritables brigands. Ils sont dénoncés par la population qui réclame leur retour en Chine. Un exemple, un journal de la Somme qui titre « Les fils du ciel commettent des assassinats en série ». Parce que certains d'entre eux deviennent de véritables chefs de bande qui vont... tués, rançonnés. Alors on réclame le départ de ces Chinois, mais on oublie aussi tous ceux qui ont travaillé et qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Ils travaillaient 7 jours sur 7, 10 heures par jour, pour un salaire de 1 à 5 francs. Alors, Mickaël Guillot nous attend toujours à Compiègne. Mickaël, vous êtes maintenant au musée de l'Armistice, tout près du fameux wagon où ce dernier a été signé. Seulement, voilà, Mickaël, ce wagon n'est qu'une copie de l'original. Pour quelle raison ? Alors ça, c'est ce que je vous avais un petit peu annoncé tout à l'heure, c'est que le wagon original a été détruit. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord vous montrer cette photo où on voit, vous le reconnaissez avec sa moustache, Hitler devant ce fameux wagon de l'Armistice, ici à Rotonde. En fait, on est en 1940, 22 ans après la fin de la Grande Guerre, et les rôles se sont inversés. Et cette fois, c'est Pétain qui demande l'armistice, et Hitler décide que ce texte devra être signé là où les Allemands ont dû le faire auparavant, c'est-à-dire dans ce wagon de l'armistice. Les nazis parlent d'un acte de justice réparatrice après ce qu'ils ont vécu, je cite, comme la honte la plus profonde de tous les temps. Alors, c'est ainsi que le 21 juin 1940, la Wehrmacht défile dans la clairière de Rotonde. Le lendemain, l'armistice est signé. Et après ça, Hitler s'en va en laissant des consignes. Tout doit disparaître. La clairière de Rotonde doit être effacée de l'histoire, en quelque sorte. Et donc, concrètement, le wagon de l'armistice va être transféré à Berlin pour y être exposé au public. C'est un acte de vengeance et de toute puissance. Et puis tout le reste ici, à Rotonde, va être détruit, sauf la statue du maréchal Foch, qui restera là, tel un perdant, devant la clairière labourée par les nazis. Alors ensuite, dans la fin de la guerre, le wagon qui était donc en Allemagne va être détruit. Il y a 2 hypothèses. Soit il a été détruit par les bombardements, soit par les SS qui l'auraient brûlé en 1945. Voilà donc pourquoi c'est une réplique qu'on trouve ici, dans ce mémorial qui a été réhabilité dès 1950 et qui est devenu depuis non plus seulement le symbole de paix qu'il était, la paix de la Première Guerre mondiale, mais aussi un symbole de lutte contre le totalitarisme. Mickaël Guillot, depuis le musée de l'Armistice à Compiègne. Merci beaucoup, Mickaël. Dominique, cette histoire qui s'explique en partie aussi, il faut le dire, dans le traité de Versailles. Oui, la manière dont on a fait la paix, ça a évidemment eu un impact sur le sentiment des Allemands. Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. La guerre n'est pas venue sur leur territoire. Ils accueillent leurs soldats comme s'ils n'avaient pas été battus. Donc, les conditions qui leur sont imposées les dérangent, évidemment. Ils les trouvent inacceptables. Et ce qui est compliqué dans cette situation, c'est que chacun repense à ses intérêts personnels à ce moment-là. Et le traité de Versailles va être très compliqué de ce point de vue. La France veut faire payer l'Allemagne pour tous les dégâts commis sur son territoire. Mais les Américains et les Anglais ne veulent pas que ce traité soit trop favorable
à la France elle-même. Ils ne veulent pas que les Français soient trop puissants en Europe. Il y a un vrai rapport de force, en fait, Oui. pour éviter que la France leur sorte vraiment victorieuse, finalement. Effectivement, et quand on lit par exemple les propos du maréchal Haig, qui était le chef des armées britanniques, dans ses carnets secrets, à la fin de la guerre, il a des propos terribles pour le soldat français en disant que ce sont les Anglais qui sont en train de gagner la guerre et que les Français ne veulent plus se battre, en fait. Et donc, il y a vraiment tout un rapport de force qui s'installe entre les différentes puissances sur comment faire payer les Allemands et ce qu'on doit leur faire payer exactement. Joël Le Naour, un mot. C'est vrai qu'on associe souvent cette paix ratée, effectivement, du traité de Versailles, directement à la Seconde Guerre mondiale, comme cause directe de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut être parfois un petit peu plus prudent, parce qu'il y a cette fameuse crise de 29 qui vient déstabiliser toutes les économies et faire s'effondrer le système bancaire en Allemagne, en Autriche, et amener 6 millions de chômeurs. Je rappelle qu'en 1928, le parti nazi faisait moins de 3% des voix aux élections. Et quelques années plus tard, il fait 11 millions de voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette crise économique. Donc il n'y a pas uniquement le traité de Versailles, il y a aussi la crise de 29. On va parler maintenant de ces soldats, finalement, restés trop longtemps dans l'ombre. Dominique, ce sont bien sûr les tirailleurs sénégalais. Oui, et je souhaitais en parler ici parce que ça aussi, ça aura une conséquence en 1940. Bien qu'ils soient peu nombreux, les tirailleurs sénégalais font partie des troupes qu'on va envoyer en Allemagne occuper la Rhénanie. Et toute une propagande va naître en Allemagne contre ces soldats africains qui suscitent l'hostilité. On les accuse de susciter une politique de contamination du sang allemand. Ce sont les termes qui sont employés parce qu'on les accuse de violer les femmes allemandes. On parle de la terreur bleue. Le bleu, c'est le bleu horizon des uniformes, et de la honte noire. Il y a même des rumeurs d'enlèvement de jeunes filles par les troupes d'occupation dans certaines villes, Saarbrück, Mayence. Et donc toute cette propagande qui nourrit cette haine de ces hommes noirs, eh bien, elle ressurgira en 1940, où les troupes, les tirailleurs sénégalais qui seront prisonniers ici dans le nord de la France, certains seront passés par les armes, par les soldats allemands, alors qu'ils sont déjà prisonniers. Alors on va retrouver maintenant à nouveau Florence Maby de Poncheville, précisément à Notre-Dame de Lorette. Florence, qui était tout près de la nécropole et qui est désormais tout près de ce qu'on appelle l'anneau de la mémoire. C'est un mémorial de la Grande Guerre unique en France, l'anneau de la mémoire, immense ellipse en porte-à-faux dans le vide, sur les champs, les collines de l'Artois. L'anneau de la mémoire, symbole de la fragilité de la paix, avec ses noms, 580 000 noms de soldats de 40 nationalités différentes, ennemis d'hier, réunis dans une fraternité posthume. Le 11 novembre 2014, François Hollande, alors président de la République, inaugurait ce livre de la mémoire à ciel ouvert. Emma Mussienne, vous étiez lycéenne et vous avez parlé au président de la République à l'époque d'un destin, d'une vie, d'un nom. Marcel Jean Garrigue, racontez-nous. Alors à l'époque, je savais juste de lui que c'était un soldat qui était mort en 1915, qui était ouvrier dans le Lot-et-Garonne et qui était né à Tonins. Et puis, il y a eu une suite. Vous avez pu rencontrer ses descendants grâce à un texte que vous deviez lire initialement qui a été censuré. Racontez-nous un petit peu. Alors, en fait, on m'a donné un discours que je trouvais plutôt vide. Alors, j'ai décidé d'écrire mon propre discours qui a été plus tard censuré puisque j'expliquais pourquoi cette guerre était absurde puisqu'elle avait opposé des soi-disant ennemis qui n'étaient que des frères divisés par leur nationalité. Et qui intéressait des industries de l'armement et des politiciens pour se faire de l'argent. Et du coup, j'ai parlé de ça et des fusillés pour l'exemple. Et on a censuré mon texte que j'ai plus tard fait passer dans les journaux, dont l'Humanité. Et il a été diffusé. Et par ce biais-là, j'ai été mise en contact avec un historien qui m'a mis en contact avec la petite fille de Marcel Garrigue. Et là, elle vous montre une lettre incroyable, pas censurée, écrite par Marcel Jean Garrigue, qui parle lui aussi des fusillés pour l'exemple. Il a participé à une fusillade pour l'exemple d'un jeune de 17 ans et il explique dans cette lettre comment ça s'est passé. Il dit que le général Joffre est un assassin. On avait une communauté d'esprit avec 100 ans de différence. La même révolte. La même révolte de Alors vous allez même nous lire ce texte, cette phrase sur ces fusillés pour l'exemple que vous souhaitiez lire. Voilà. Je crois que vous l'avez avec vous. La fin de mon discours. Qui dit « Des centaines d'entre eux seront fusillés, coincés entre les balles ennemies et celles de leur propre pays, pour avoir dit non à ce charnier, pour avoir tenu à leur humanité, pour avoir voulu voir l'ennemi comme un être humain, pour avoir voulu vivre. » Alors cette génération fauchée, comme disait Yves Le Maner, l'historien cette année de mémoire, n'a pu exprimer tout son talent. Et des noms sont encore inscrits puisque le 11 novembre prochain,
14 noms de soldats récemment exhumés, identifiés, mis au jour, vont être inscrits à cet anneau de la mémoire. Merci beaucoup Florence. Jean-Yves Le Naour, on l'a vu, cet anneau de la mémoire placé en équilibre, mais un équilibre fragile. Et oui, ça nous rappelle que la paix est fragile, bien sûr, la vie est fragile, la démocratie est fragile, l'Europe est fragile, bien sûr. Et cette victoire, on a vu les images du début, enfin, on a vu ces images de Liesse, on croyait véritablement à la dernière des guerres. Donc c'était la victoire de la paix, la victoire de la démocratie. Il n'y aurait plus jamais de guerre. C'était les États-Unis d'Europe qui étaient devant nous. Les républiques sœurs, terminer tous ces empires qui avaient préparé la guerre. C'était la société des nations. En réalité, c'était la défaite de l'humanité. Nous sommes tristes quand nous voyons toute cette joie parce que, évidemment, nous savons la suite. Dominique, l'armistice à l'époque, en 1918, qui aura finalement scellé une paix précaire. Oui, et puis l'amère ironie de l'histoire pour nous, dans les régions frontalières, c'est que les Allemands sont repassés exactement au même endroit en 1940 qu'en 1914. Et du coup, ça a été à nouveau des destructions, à nouveau des morts pour les populations civiles de nos régions. Merci infiniment. Merci beaucoup Dominique Patinec. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jean-Yves Le Naour, historien, on précise, auteur de ces 2 BD que je vous recommande, bien sûr, Verdun et La fille qui voulait voir la guerre. C'est aux éditions Grand Angle. Nouvelle émission spéciale, bien sûr, les chemins de mémoire présentés par Anne de Chalandard à suivre demain soir à partir de 20h15 sur France 3 Hauts-de-France et France 3 Grand Est. Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, qui seront présents au cœur de la cathédrale de Strasbourg pour une cérémonie, bien sûr. Et puis, ça marquera bien sûr aussi le début d'une itinérance de 8 jours pour le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui sera aux côtés d'Angela Merkel au wagon de l'armistice à Compiègne. Ce sera le 10 novembre prochain, samedi à 15h10, pour les commentaires Virna Saki. Dimanche 11 novembre, on précise également, édition spéciale sur France 2 avec Julien Bugier pour la cérémonie à l'Arc de Triomphe autour de la tombe du soldat inconnu en présence de Donald Trump et d'une 60aine de chefs d'État étrangers. Vous pouvez enfin retrouver notre collection d'histoires exceptionnelles 14-18, plus de 670 histoires à voir ou revoir sur Internet. Elles ont été réalisées par nos journalistes de la rédaction de France 3 Picardie depuis maintenant 4 ans. Très bel après-midi sur France 3.